Arabe, on vous entend? J'ai du mal, je ne vous entends pas. De Rachel, Yehuda étant celui à qui, fils de Léa, étant celui à qui est destinée la royauté d'Israël, eh bien, chacune de ces deux tribus centrales va avoir le mérite que les deux, parmi les 12 explorateurs envoyés par Moïse, qui vont dire le bien de la terre d'Israël, dans leur langage, Haaretz Tova Meod Meod, comme on le voit dans la paracha de cette semaine, ce pays est très, très bon. Vous savez que c'est un problème quand on dit très, et quand on dit très, très, c'est encore plus un problème. Mais enfin, je vous donne simplement la clé de lecture. Le principe est le suivant, c'est que ce qui est bon est bon. Ce qui est très bon, c'est déjà moins bon. Alors, pour corriger le trait qui est moins bon, il faut ajouter un autre trait. Si vous avez compris, c'est bien, sinon c'est pas très grave, on essayera de voir l'occasion d'y revenir. Quoi qu'il en soit. On en est maintenant donc dans cette question extrêmement difficile qui tombe, comme je le disais, justement, comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, la semaine de Shlach Lecha. Eh bien, à titre d'introduction, je voudrais signaler que la Haftara que nous lirons ce Shabbat, après la paracha de Shlach Lecha et l'envoi des explorateurs de Moïse, vous l'avez tout de suite deviné par vous-même, bien sûr, la Haftara est un passage qui est toujours tiré des prophètes, des Nevi'im, et qui a trait à la paracha. Eh bien, devinez quelle Haftara a été instaurée pour la paracha de Shlach Lecha, c'est justement notre chapitre 2 de Josué. Tout se passe comme si ce chapitre 2 de Josué est une espèce de, comment dire, de réparation, de tikkun, de réhabilitation de l'envoi des Meraglim, de l'envoi des explorateurs, et pour aller un peu vite, d'habitude je laisse aux étudiants découvrir cela par eux-mêmes, mais là nous avons peu de temps. Pour aller un peu vite, je pense que l'on peut formuler les choses ainsi. Si véritablement la faute des explorateurs ou des Meraglim, on va dire, de Moshe, est la faute la plus grave que l'histoire biblique a connue, celle pour laquelle à aucun moment il n'est dit qu'elle est pardonnée, car elle n'est pas pardonnée tout le temps où cette faute de rejet de la terre d'Israël n'est pas réhabilitée. Eh bien, si cela est la raison profonde de la mort, comme nous allons le voir, de toute la génération dite du désert, de tous ceux qui avaient plus de 20 ans au moment de la faute d'explorateurs et qui, comme on l'a lu dans le Midrash de la semaine dernière, ont pleuré ce jour-là en entendant le rapport des Meraglim, ils ont pleuré, vous vous rappelez que Dieu disait, Midrash Tanchuma, vous avez pleuré pour rien, Bachitem Bechia Shel Chinam, Ani Ekba Lachem Bechia le Dorot, moi je vous fixerai un pleur à toutes les générations, et nous avons appris dans le cours précédent que le jour en question, c'est justement le 9 Av, jour de toutes les destructions. Eh bien, tout se passe comme si notre paracha est le maftir, la haftara de la paracha de Shlach Lecha, notre chapitre 2, mais tout se passe comme si il est la réparation de la faute des Meraglim de Moshe. Vous savez, dans les lois sur la Teshuvah de Maïmonide, les lois sur le repentir sincère, profond, authentique, il est écrit la chose suivante. Il est écrit que quand est-ce qu'on sait si un repentir est absolument définitif et authentique, eh bien c'est lorsqu'on se retrouve exactement dans la même situation, dans le même contexte problématique, comment dire, qui a fait que j'ai échoué une première fois, et cette deuxième fois, dans une situation absolument identique de tous les points de vue, eh bien, je surmonte la faute et je ne tombe pas dans l'écueil qui m'est tendu. Eh bien, il n'y a pas de doute que de ce point de vue-là, notre chapitre est donc la haftara la plus adéquate. Un petit mot de parenthèse sur le mot haftara.
parce que souvent on ne connaît pas la signification. La source, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? La source du mot haftara est la racine P, Tet, Resh. Et je suppose que si on communique un petit peu plus, peut-être, vous allez me dire quelques mots que vous connaissez, qui sont d'origine de cette, qui sont fabriqués à partir de cette racine. Vous avez un mot en tête? Pei, tet, resh? Myriam? Comment? Peter Rechem, c'est ça? Peter Rechem, effectivement, ça veut dire le premier-né, celui qui littéralement quitte le Rechem, c'est-à-dire la matrice maternelle. Eh bien, c'est un premier mot. Il y a d'autres mots sur cette racine Pei, tet, resh. Par exemple, Allez-y, je ne vais pas tout dire. Hein. oui? Il faut ouvrir le micro. À côté de votre nom, appuyez sur le micro rouge et parlez. Kira? Oui. Petira? Non. Petira? Tira? Ptira, c'est Ptira ou bien Niftar. Niftar, hein, ou Ptira, c'est la mort de quelqu'un. Niftar, c'est le défunt. Et puis, en hébreu moderne, on dira de quelqu'un qui a démissionné de son emploi, on dira que hitpater, ou bien peut-être il est mefoutar, ça veut dire, à Dieu ne plaise, on l'a démissionné, je ne sais pas comment on dit ça, on l'a renvoyé. Eh bien, vous avez compris quelle est la signification commune à tous ces mots. On dit aussi patour mina mitzvah, chayav, ça veut dire je suis tenu, obligé de réaliser tel ou tel commandement. Patour, je suis dispensé. Eh bien, qu'y a-t-il entre une dispense d'obligation, entre quelqu'un qui se retire de ce monde-ci et quelqu'un qui est renvoyé de son boulot? Eh bien, je crois que la signification est claire. Il s'agit de se retirer d'une situation qui était contraignante, qui avait un cadre, et j'en suis maintenant, je m'en retire. Alors, la haftara, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la haftara, c'est ce passage donc des prophètes, on l'a dit, qui vient nous aider à nous retirer, entre guillemets, de la lecture de la Torah. On a beaucoup de mal entre nous à nous retirer de la lecture de la Torah. La lecture de la Torah est tellement belle, enrichissante et pleine d'enseignements. Alors, on a besoin, comment dire, comme dans un sas, vous savez, de compensation. Alors, on va lire un passage des prophètes pour se retirer petit à petit de la richesse et de la kedusha, de la sainteté de la lecture de la Torah. Voilà ce qu'est la haftara. Nous en venons à notre sujet essentiel. J'espère que, comme je vous l'avais demandé, vous avez eu l'occasion, le temps de lire le deuxième chapitre, au moins en français, sinon en hébreu. Eh bien, je voudrais tout de suite faire avec vous un tout petit exercice rapide que je conseille, une petite remarque méthodologique pour l'étude de la Bible, je conseille de faire cet exercice chaque fois que vous commencez l'étude d'un chapitre du Tanakh. Eh bien, il s'agit de ce que l'on appelle la chalouka, la division du chapitre en paragraphes. Cette division est extrêmement, elle est d'abord très facile à faire, mais elle est extrêmement féconde, surtout justement quand on est comme ça en classe, en kita, avec plusieurs étudiants ou plusieurs élèves, car l'un va diviser de telle façon et l'autre d'une autre, étant sensible à telle ou telle articulation du texte, et ensuite, je ne sais pas si on aura l'occasion de le faire ici, il y a un peu des difficultés techniques encore, mais il est clair que si on peut échanger ensemble, alors pourquoi toi tu as fait comme ça et pourquoi toi tu as fait autrement, c'est quelque chose qui est extrêmement fécond. Pour l'instant, en tout cas, faisons-le très rapidement ensemble. Que proposez-vous comme première partie du chapitre? Quel verset? Est-ce que je peux
avoir une réponse. Quelle est la première partie de notre verset? À mon avis, d'ailleurs, elle est très courte. La première. Pardon? Myriam, vous voulez participer? Mais c'est là que je lis. Johan, tu as le droit aussi de répondre. Je lis en même temps. Verset 1, Oui, qui a dit verset 1? c'est Olivier. Olivier, verset 1, c'est la première partie, tu as tout à fait raison, et je crois que la première partie, on va lui donner un titre, tout simplement, Josué envoie des Meraglim à Jéricho, n'est-ce pas? Une petite parenthèse avant d'aller plus loin, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et le temps presse. Eh bien, pourquoi justement à Jéricho? On verra cette difficulté dans le texte, Lechu Reu et Haaretz vet Jéricho, allez voir le pays et Jéricho. Jéricho est appelé Manaoula Shel Eretz Israël. Dans le Midrash, elle est appelée le verrou d'Eretz Israël. Celui qui conquiert Jéricho, qui est un bastion avec des murailles extrêmement hautes et épaisses, eh bien, celui qui conquiert Jéricho est censé ensuite avoir pratiquement la voie libre, comme ce sera le cas d'ailleurs pour le peuple d'Israël par la suite, qui va d'abord conquérir Jéricho, ensuite la ville de Haï, ce sera un peu plus délicat comme nous le verrons bientôt, et puis finalement la porte sera ouverte vers la conquête du sud du pays et ensuite vers le nord du pays. Voilà l'ordre d'apparition de la conquête de Josué. Alors, la première partie, c'est donc le premier verset. Josué envoie des Meraglim, espions, explorateurs, pour la conquête de Jéricho. Et puis ensuite vient une petite partie du verset 2 auquel, jusqu'à une partie que je pourrais nommer peut-être, comment on va dire ça, les Meraglim de Josué sont recherchés par comment on va appeler ça, le contre-espionnage de Jéricho. Hein, ça vous va? Eh bien, c'est du verset 2 jusqu'au verset... Il faut aller loin, vers le verset 10, par là-bas. 10 par là-bas. On va aller jusqu'à 8, ça suffira. On va aller jusqu'à 8 parce que je veux absolument commencer au verset 9, une partie qui, d'une façon tout à fait étonnante, mais tout à fait étonnante, va occuper l'immense majorité de notre chapitre. Elle commence cette partie au verset 9 et elle se termine où, à votre avis? Vous avez compris qu'il s'agit du dialogue extrêmement important que les Meraglim ont avec celle qui va les cacher, d'ailleurs au péril de sa vie, qui est appelée dans le texte Zona, que l'on peut traduire, s'il s'agit d'enfants, par aubergiste, comme on dit dans le Birkat Hamazon, Hazan et Takol. Un des commentateurs d'ailleurs nous dit que c'est aussi une aubergiste, et ça se tient puisque c'est un endroit de passage dans lequel on va pouvoir récolter énormément de renseignements qui intéressent nos Meraglim. Bien sûr que Zona veut dire aussi une prostituée, et c'est aussi un endroit de passage où on peut recueillir tout plein de renseignements. Et donc ils sont allés là-bas, mais voilà que, à notre stupéfaction, avec cette femme qui apparemment n'est pas la plus grande juste de la contrée, eh bien voilà qu'ils entament un dialogue qui est extrêmement riche, mais surtout qui est extrêmement vaste, je ne sais pas comment dire, extrêmement important. Il commence au verset 9 et il se termine où d'après vous? Là, j'entends plus. Johan? Jusqu'à la fin du Pérec? Non, pas jusqu'à la fin du Pérec, car à la fin du chapitre, on va quand même les voir aller se cacher comment on appelle ça, des soldats de Jéricho, et puis finalement revenir au campement de Josué pour aller donner un compte-rendu.
Alors jusqu'au Yud Dalet, Yud Gimel, Yud Dalet. Yud Dalet seulement? Je crois qu'après il continue encore à parler, non? Ah ouais. Hein? Ouais, tout à fait. Il continue encore à leur donner des instructions, comment ils vont s'échapper, après les avoir fait jurer que lorsqu'ils auront conquis, car elle n'a aucun doute là-dessus, lorsqu'ils auront conquis Jéricho, qu'ils épargnent sa famille. Tout cela est dit jusqu'au verset 21, on va dire, même la moitié du verset 21 exactement. Et puis, finalement, eh bien, la dernière partie nous raconte qu'ils se sont cachés pendant quelques jours et ensuite ils se sont échappés pour aller porter le compte-rendu à Josué et à toute l'assemblée. À Josué seulement et pas à toute l'assemblée, on verra plus tard que ça a son importance. Alors, quelle est la question qui va jaillir de cette brève division du chapitre en morceaux? La question, je crois, est évidente, n'est-ce pas? Rappelez-vous, premier verset, le titre, enfin l'envoi par Josué, ensuite une petite partie qui nous montre que le contre-espionnage de Jéricho recherche ces gens dont on a eu vent qu'ils sont venus, et ensuite une partie de, je sais pas moi, 12 versets apparemment, 13, qui est le dialogue entre eux et cette femme qui les cache. Et ensuite, 3 versets ou 4 qui nous racontent le compte-rendu. Alors, quelle question ça pose? Si je vous demandais par exemple, oubliez tout ce qu'on vient de dire, et dites-moi le titre général de ce chapitre, c'est quoi? Le titre général, c'est évidemment les explorateurs de Josué, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Non. Or, à quoi on assiste? On assiste que la grande majorité du chapitre ne parle pas du tout, de l'envoi des explorateurs de Josué, ni du compte-rendu de ces explorateurs, mais d'une espèce de dialogue que j'ose dire maintenant pour aller un peu vite, semi-théologique, avec une femme qui s'appelle Zona, selon les 2 significations. C'est quand même, enfin, vous avouerez, il y a question derrière tout cela. Quel est donc le rôle, quelle est la stature, quelle est la... vous comprenez, peut-être on pourrait employer un langage cinématographique. Ça m'est très facile, je ne me suis jamais occupé de ça, donc il n'y a pas de problème. Enfin, vous savez ce que c'est un figurant dans un film, n'est-ce pas? Un figurant, c'est quelqu'un que pendant 32 secondes, on voit passer devant l'écran avec, je sais pas moi, une bouteille de vin ou je sais pas quoi. Alors, dans le contexte, enfin, avant que je fasse cette division, on avait en tête que cette femme, elle est une figurante, quoi. C'est-à-dire, tout son rôle a été de les cacher. Ah, c'est vrai, je dois un petit peu quand même corriger ce que je viens de dire. Elle a beaucoup de courage, parce que finalement, elle risque gros, mais bon, elle a dû voir qu'il s'agit de gens respectables, ou je ne sais pas quoi, et donc c'est la première approche, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Mais quand même, lui donner 13 ou 14 versets sur, tu veux me passer, s'il te plaît, jusqu'à la fin, sur combien il y en a? Combien il y en a en tout? J'ai le texte ici de toute façon. Il y en a en tout 24. Donc c'est plus de la moitié des versets nous parlent de Rachav Hazona. Là, on est quand même assez stupéfait. Eh bien, je résume où on en est et on fait le point. Notre maître, le Rav Yoshua Bachar, c'est mon maître en Tanakh, nous expliquait que le premier travail que l'on a à faire après avoir fait la division d'un chapitre de Tanakh, eh bien, c'est d'essayer de découvrir quelle est la, ou parfois les, mais il n'y en a pas plus que 2, questions centrales du chapitre. C'est-à-dire, des questions, on en a plein, évidemment. D'ailleurs, j'attends vos questions les unes après les autres. Mais la question centrale du chapitre, c'est une question qui va regrouper énormément de questions
et on n'en est pas encore du tout au stade des réponses. Alors, la première question centrale du chapitre, on l'avait posée tout à l'heure, c'est celle qu'on trouve dans la plupart des commentateurs, à savoir, mais enfin, Josué n'est-il pas capable d'apprendre les leçons de l'histoire, vous vous rappelez, puisque ça s'est terminé en catastrophe il y a 40 ans, pourquoi ça se terminerait autrement maintenant? Cette question est évidemment la question essentielle qui va nous occuper. Mais en attendant, j'ai une autre question centrale, malgré tout, au sens propre du mot d'ailleurs, centrale, puisque tout le centre de ce chapitre est occupé par la présence de cette femme qui s'appelle Rachav Azona et qui est bien au-delà d'une simple figurante, on le sent. Je ne voudrais pas faire un mauvais jeu de mots pour terminer ce sujet en disant que le mot Rachav en hébreu veut dire large. Elle occupe beaucoup de place, quoi. Et peut-être qu'il y a là-dedans quelque chose qu'il faudra un petit peu creuser. C'est pas le sujet essentiel malgré tout, alors on en dira quelques mots, mais pour l'instant, on va commencer à s'occuper de l'essentiel, surtout qu'on a commencé un petit peu en retard. Alors, il y a une question qui pourrait se joindre à la question centrale de l'envoi des explorateurs par Josué. Vous vous rappelez probablement que dans le premier chapitre, si vous avez un texte sous les yeux du premier chapitre, vous pouvez le prendre, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Dans le premier chapitre, au verset, je lis les versets 10 et 11 du premier chapitre pour raviver notre mémoire. En fait, on ne les a pas vus ensemble. Il est écrit « Vaïtsav Yoshua et Shoterei Ha'am lemor » Josué a ordonné aux gardes du peuple en ces termes. Ivru bekerev hamachane, passez dans le campement, vetsavu et ha'am lemor, et ordonnez au peuple en ces termes, hachinu lachem tseda, préparez-vous de quoi manger, Ki be'od shloshet yamim atem ovrim et hayarden hazeh, car dans 3 jours, vous allez traverser ce Jourdain, la vola rechet et haaretz, pour venir prendre possession du pays, asher Hashem elokechem noten lachem lerishta, que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage. Vous entendez bien? Josué fait savoir à tout le peuple, vous savez quoi? Dans 3 jours, nous traversons le Jourdain pour venir prendre possession de la terre. Quelle question ça pose? Par rapport à notre chapitre, par rapport à l'envoi des Meraglim, espions, explorateurs. Il faut être sûr que les Meraglim soient rentrés pour pouvoir passer le Jourdain. C'est une façon délicate de poser la question, Myriam, mais vous avez raison. Je crois qu'on peut être même un peu plus brutal dans la question. C'est-à-dire, si vraiment, oui, il y a comment est-ce qu'on peut savoir comment sera le matzab de la terre si on part dans 3 jours? On n'aura pas de TV, on n'aura pas de TV à porter. C'est très bien. En fait, je voudrais poser la question de 2 façons différentes qui sont contradictoires, mais c'est la même question. Soit comme vous la posez vous-même, c'est-à-dire que, étant donné que nous avons le chapitre 2 et l'envoi des Meraglim, des explorateurs, alors attendons de voir leur compte-rendu pour savoir si on va pouvoir traverser le Jourdain dans 3 jours. C'est clair? Ça, c'est la question que Myriam nous pose. Je pourrais poser la même question, mais à l'envers. Peut-être que le texte essentiel, c'est celui que je viens de lire du premier chapitre, qui nous dit dans 3 jours on traverse. Mais alors si c'est comme ça, tout le chapitre 2 devient superflu. Avez-vous compris? Ça va? Alors, il y a anguille sous roche. Ça veut dire que toutes ces questions-là, finalement, vont petit à petit s'éclaircir avec l'aide de Dieu. Mais pour cela, il va nous falloir investir un travail assez important que je propose de faire. Là encore, je vous aurais laissé un petit peu le découvrir par vous-même, mais je crois qu'il est clair que la première chose que nous avons à faire pour comprendre la différence entre l'envoi des explorateurs de Moshe
et l'envoi des explorateurs de Yehoshua 40 ans ou 38 ans plus tard, c'est bien entendu ce que l'on appelle en hébreu hashva'a, c'est-à-dire une comparaison. On va tout simplement faire, pas ensemble parce que j'ai pas de tableau à ma disposition et de toute façon la caméra ne le prendrait pas, mais enfin on va faire ça de tête, de mémoire, et puis la prochaine fois, parce que on va prendre ça même, on va prendre le temps, parce que c'est une comparaison extrêmement délicate et importante et rigoureuse. Mais en tout cas, voilà le travail que nous avons à faire. On va faire 2 colonnes. Une colonne de droite, si vous voulez, ce sera le chapitre 13, notre paracha, l'envoi des explorateurs de Moshe. Et puis la colonne de gauche, par exemple, ce sera le chapitre 2 de Josué, avec l'envoi des explorateurs de Yehoshua. Alors, pour faire une comparaison, une analyse comparative, eh bien, il va falloir se donner des critères, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre, même si Johan faisait des prodiges de technologie et nous mettait sur le même écran, l'un à côté de l'autre, les 2 textes. Johan, qu'en dis-tu? Là, je te donne un défi, là. Pour la prochaine fois, on va essayer. On va essayer. Donc, même s'il arrivait à cette chose grandiose, je ne vois pas encore très bien comment on pourra faire la comparaison, comment dire, terme à terme. Pour faire une comparaison, je suppose que je ne suis pas en train de vous apprendre des choses très très nouvelles, eh bien il faut se donner des critères de comparaison, n'est-ce pas? Alors, en même temps, Johan, tu essayes quand même de nous faire connaître le chapitre 13 de Bamidbar, en français peut-être, et le chapitre 2 en français aussi, comme ça on aura la possibilité de... voilà, alors ici on a effectivement le début, en tout cas, du chapitre 13 de Bamidbar, qui est le début de la paracha de Shlach Lecha. Et on va en prendre tout de suite connaissance, mais en même temps, vous savez quoi? On va en prendre connaissance, et puis j'attends de vous à la fin de ce... On ne va pas lire tout, mais je vais lire quelques morceaux extrêmement importants avec vous, et puis en même temps, vous allez réfléchir quels sont les critères qui vont nous permettre de comparer terme à terme les 2 envois des Meraglim. Vous comprenez ce que je veux dire critères, n'est-ce pas? Donnez-moi un exemple pour que je sois sûr qu'on a été compris. Qu'est-ce qu'on peut comparer, par exemple? Bon, alors oui, on va lire ensemble. Comment? Il leur donne la mission d'aller explorer le pays. Alors, quelle est cette mission? Alors, on va comparer l'ordre de mission, c'est ça que vous voulez dire? Très bien. L'ordre de mission. Qu'est-ce qu'on peut comparer encore? Plus les choses... Il me semble que l'envoi des explorateurs dans Shlach Lecha, c'est un envoi, tout le monde est au courant, alors que dans le livre de Josué, Josué envoie deux espions secrètement. Secrètement. C'est très très bien, et là c'est sur la manière d'envoyer. Donc il y avait l'ordre de mission qui va être comparable, la manière de les envoyer. Bien entendu, on peut ajouter, puisque tu as parlé des 2, on peut ajouter tout simplement le nombre, on peut ajouter le nom, on peut ajouter les titres, on peut ajouter les endroits qu'ils ont visités, le temps. Plus les choses sont précises et concrètes, et plus la comparaison sera féconde. On est bien d'accord? Alors, je ne sais pas si on aura encore le temps aujourd'hui de mener à bien cette entreprise, mais on va la commencer. Si vous avez l'occasion d'ici la prochaine fois, et je suis encore obligé de m'excuser auprès de vous, la prochaine fois, mais c'est la dernière fois. La prochaine fois sera dans 2 semaines et pas la semaine prochaine, mais c'est la dernière fois et après nous nous verrons chaque semaine. Eh bien, si vous pouvez d'ici là faire ce travail de comparaison, je suis persuadé que vous aurez déjà vous-même beaucoup de choses à nous apprendre à notre prochaine rencontre. Alors, on commence notre étude maintenant de la paracha de Shlach Lecha. Eh bien, ça commence par un ordre. Vous avez le texte sous les yeux, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas lire exactement, mais je vais
commenter un petit peu tout en lisant avec les yeux. Eh bien, vous voyez que dans la paracha de Shlach Lecha, ça n'est pas Moïse qui prend l'initiative. Enfin, c'est Moïse, mais la paracha de Devarim nous apprend que le peuple était venu auparavant chez Moïse pour lui demander d'envoyer des explorateurs. Et à la suite de cela, Moïse demande à Dieu, tout cela n'est pas écrit, mais c'est là que ça commence chez nous. Alors Dieu parle à Moïse en lui disant, j'introduis dans le texte aussi le commentaire de Rashi, Shlach Lecha, qu'est-ce que vient faire ce mot Lecha, pour toi? Ici, ils traduisent envoie toi-même, ce qui ne veut pas dire grand-chose à ma connaissance. Il faudrait traduire envoie, si tu veux, tu envoies, si tu veux pas, tu envoies pas. Comme ça, nous dit Rashi. Et c'est très curieux, parce que finalement, Moïse demande à Dieu une réponse. Et voilà que Dieu, si je peux dire, lui renvoie la décision. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc, Moïse décide d'envoyer, finalement, il envoie tous des personnages considérables dont voici les noms. Et vous voyez que dans les versets, je ne sais pas, de 4 jusqu'à 15 ou quelque chose comme ça, jusqu'à 15, on a une longue énumération. En hébreu, ça sonne un petit peu même comme ça. Les Maté, Réhouven, Shamoua, Ben Zakour, les Maté, Shimon. Enfin, il y a une pompe, voilà, c'est un peu pompeux quand même. Et parce que, évidemment, ces gens-là, nous apprend le Midrash, sont des gens extrêmement importants. Et on peut comprendre d'ailleurs Moshe qui envoie des gens importants, tellement importants qu'ils sont les Rashei Sanedraot, les chefs des tribunaux rabbiniques de chaque tribu. Pourquoi est-ce qu'il envoie, d'après vous, des gens tellement importants? Peut-être pour qu'ils soient reconnus par le peuple. Oui, pour qu'ils fassent autorité, pour que, effectivement, ce qu'ils vont dire sera fiable et accepté par l'ensemble du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que ça va mal tourner, puisque si ça avait été des individus de petite stature qui étaient venus dire du mal du pays, peut-être que l'ensemble du peuple n'aurait pas réagi comme ils ont réagi, mais ça n'est pas le cas. Alors on avance. Dans l'exploration, c'est le cas de le dire, de notre chapitre. Et alors, voici donc les hommes, etc. On a donné leur nom, leur titre. Ils sont au nombre de 12. Et il y a d'ailleurs une petite remarque ici, vous voyez au verset 16. Au verset 16, ici c'est mis entre parenthèses, mais cette parenthèse a une importance colossale pour nous, on le verra. Au moment de les envoyer, Moïse, merci Johan, de nous signaler cela. Cette petite parenthèse nous dit qu'au dernier moment, au moment de l'envoi, Moshe va changer le nom de Hoshea bin Nun en Yehoshua. Et il y a ici un grand mystère. Pourquoi il a changé le nom de Hoshea? Plus encore, pourquoi justement celui-là et pas les autres? Si déjà il a des bonnes raisons de changer son nom, alors pourquoi pas les autres? Tout cela, ce sont des choses que vous me rappellerez le moment venu de donner des réponses. J'avance un petit peu dans cette exploration. Il leur a donné donc mission d'explorer le pays, et vous voyez que combien de versets, c'est une question, combien de versets l'ordre de mission va tenir, si je peux dire, l'ordre de mission de Moshe. Il leur dit énormément de choses. Vous irez de ce côté, vers le sud, gravirez la montagne, vous observerez le pays et le peuple, s'il est robuste, s'il est faible, s'il est nombreux, s'il est, etc., si les villes qu'il habite sont ouvertes, ou bien si elles sont des places fortes. Une petite parenthèse et une petite anecdote à ce propos-là. Si les villes sont fortifiées, ou si les villes sont ouvertes. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il veut savoir en demandant cette question, Moshe? Comment conquérir? Est-ce que la conquête va être facile ou pas? Voilà. Donc, si elles sont ouvertes, je suppose que la conquête va être facile. Et si elles sont fortifiées,
alors elle va être difficile. C'est bien ça? En fait, Rachid dit le contraire. Qui dit le contraire? Explique d'une manière. Écoutez, on a avec nous une Talmida Chachama, alors je vais expliquer ce qu'elle veut nous dire au nom de Rachid. En vous racontant une petite anecdote, si vous me permettez. Il fut un temps, il y a quelques années, nous habitions à Shiloh. Shiloh se trouve au nord de Bethel, dans la région justement de Éphraïm, dans la région de la tribu d'Éphraïm. Eh bien, c'était les débuts de Shiloh, et les 30 familles dont nous faisions partie habitaient sur 3 collines éloignées de près d'1 kilomètre l'une de l'autre, en vue justement qu'il y ait un maximum de terrain qui soit pris. Et puis, on n'avait pas voulu qu'il y ait une, comment on dit, guéder, un enclos, enfin... Une barrière. Une barrière. Que le Yishuv soit entouré d'une barrière. Et puis, je me rappelle qu'un jour, le général en chef de Tsahal, c'était Rafoul, si je me rappelle bien à ce moment-là, eh bien, est venu faire une visite chez nous et chez d'autres Yishuvim également. Eh bien, il est arrivé, moi je le regardais d'en haut, son commande-car, avec encore 2-3 autres derrière. Il est arrivé, et puis tout à coup, je le vois faire marche arrière à l'entrée du Yishuv, et commencer à faire marche arrière. Et c'est bien après que j'ai compris ce qui s'était passé. Il a dit aux gens qui étaient venus l'accueillir qu'il veut bien faire une visite chez nous, mais à condition qu'on soit entouré d'une barrière de sécurité, car c'est vraiment de la folie de ne pas avoir, etc. Alors, une femme qui habitait juste à côté de l'entrée a dit « Ok, on comprend que tu dises comme ça, mais si tu veux, tu es venu jusqu'ici, viens prendre un café chez moi, j'habite juste à l'entrée, et ensuite tu repartiras. » Pendant qu'il buvait son café, elle lui a montré le Rashi dont vous parliez. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Rashi nous dit « Mais enfin, réfléchis 2 minutes. Si la ville est fortifiée, c'est que les gens ont peur, et donc on pourra la prendre facilement. Si elle est ouverte, c'est que les gens n'ont pas peur, et donc ça va être très difficile de les conquérir. » Voilà. On continue notre exploration, et en même temps, donc là, on voit que l'ordre de mission est extrêmement long, il est extrêmement détaillé. Hein, vous verrez ceci, vous verrez cela, etc. Ensuite, on nous raconte à partir du verset 21 qu'ils sont allés et ils ont exploré le pays. Ça aussi, ça fera partie de notre tableau récapitulatif, comparatif. Ils ont exploré, vous voyez le verset 21, depuis le désert de Tzin jusqu'à Rechov Levo Hamat. Vous avez une petite idée de la carte géographique biblique d'Israël. Le désert de Tzin, ça se trouve où? Ça se trouve dans le sud du pays. C'est grosso modo la région de Sodome, de Sdom. Et puis Rechov Levo Hamat, eh bien, c'est le tout nord du pays. Rechov Levo Hamat, c'est déjà le Liban, on peut dire. Et par conséquent, il y a à noter qu'ils sont allés visiter, explorer ce pays depuis, bonsoir, à M. El-Kaïm. Eh bien, ils sont allés donc explorer le pays du plus grand, c'est-à-dire du sud jusqu'au nord. Comment on dit quand on va visiter un pays quelconque, on dit « nous avons tout vu ». Vous connaissez l'expression des touristes qui disent « on a tout vu ». Eh bien, c'est un peu ce que nous dit le texte ici. Depuis Midbar Tzin jusqu'à Rechov Levo Hamat. Juste à titre de comparaison, ravivez mes souvenirs. Dans la Haftara, chapitre 2 de Yoshua, qu'est-ce qu'ils ont vu, les explorateurs de Yoshua? Rien, ils ont juste vu Yericho. Excellente question. Ils ont vu Yericho, vous dites? Et même pas. Même Yericho, ils n'ont pas vu. Pourquoi? Même Yericho, ils n'ont pas vu. Et pourquoi, Olivier? Parce qu'il n'y avait pas de chat. Il n'y avait pas d'ordre de demander, le chat n'avait pas de chat.
J'entends un petit peu mal. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu même Yéricho, à plus forte raison tout le pays? Ils n'ont pas eu le temps d'aller dans Jéricho, ils sont juste allés chez cette personne qui les a cachés, ils se sont mis d'accord, après ils sont partis. Combien de temps a duré leur shlichut, leur expédition? Non, mais à Jéricho, j'étais nuit. Ça a dû durer au moins 4 jours. Non. Alors, ce qui a duré 4 jours, vous regardez rapidement, parce que vous l'avez sous les yeux, la fin de notre chapitre 2, pour dire combien de temps ils se sont cachés par rapport à... 3 jours. 3 jours. 3 jours, ils se sont cachés. 3 jours, ils se sont cachés. Et donc, l'expédition à proprement parler a duré combien de temps? Du jour au lendemain. Pardon? À Jéricho même, ils étaient juste du jour au lendemain. Ils ont passé une nuit à Jéricho. Une nuit, toute l'expédition